Bonjour, nous allons commencer ce troisième webinaire organisé, co-organisé par le LADIS, le Centre des politiques de la Terre du côté de la recherche, et COAL, association qui s'occupe de liens entre art et environnement. Donc, le présent webinaire porte le titre de l'art au service de la transformation des territoires alimentaires et c'est un webinaire qui va accueillir donc trois personnes en charge de lieux et qui sont également des artistes qui s'occupent des liens entre art et alimentation. Alors, une petite chose pour introduire également ce webinaire, dire que l'ensemble des webinaires, donc au nombre de 4, vont être travaillés et alimenter des réflexions qui vont être diffusées dans le cadre d'un ouvrage à paraître en 2022 en anglais aux éditions Routledge. Un précédent ouvrage en collaboration avec Coal avait permis de faire un point également sur les liens entre art et écologie. Alors, une autre chose également, vous avez à droite de l'écran un QR. Vous pouvez, sur ce QR, poser des questions qui seront à la fin, vers 18 h du coup, posées à nos intervenants de telle façon qu'ils puissent répondre à vos interrogations. Alors, pourquoi la question de l'art en lien avec le territoire? Il est évident que parler de la question alimentaire, c'est forcément, et notamment de la question de l'agriculture, c'est forcément avoir affaire au territoire, à la fois dans ses dimensions géographiques, physiques, mais aussi dans ses dimensions habitantes et puis, bien sûr, en lien avec les élus, les responsables administratifs, etc. Donc le territoire sous toutes ses formes et ses dimensions très concrètes qui donnent finalement et qui nourrissent le lien à l'alimentation. Donc je vais vous présenter brièvement les différents intervenants de ce soir dans l'ordre de prise de parole. Donc tout d'abord, Maria Talia Carras, qui est cofondatrice de Locus Athènes. Elle s'occupe depuis 2004 de cette initiative nomade qui organise des expositions d'art contemporain, des commandes artistiques, des conférences, des projections, des programmes éducatifs et des publications pour les espaces publics d'Athènes. Elle a fondé en 2019 Tavros, un lieu de vie permanent de Locus Athènes, dans un quartier éponyme d'Athènes. Et autour de ce lieu de vie, elle favorise dialogue et rassemblement des micro-communautés en travaillant également sur les problèmes sociaux et politiques qui se posent notamment au sein de cette communauté. Le deuxième de nos intervenants, c'est Olivier Darnay, un artiste français, plasticien, apiculteur qui travaille essentiellement en ville, l'un des fondateurs du Parti poétique, ce regroupement d'artistes, de penseurs, de faiseurs ou de fabriqueurs réunis autour de questions et d'abeilles qu'il pose les abeilles dans l'espace public. C'est un collectif qui interroge le quotidien, nos pratiques urbaines et qui essaye de créer de nouvelles ressources alimentaires notamment à partir de relations au territoire réinventées, y compris en termes de réinvention avec les êtres humains, mais réinvention aussi avec les espèces animales qui les peuplent. Enfin, Fernando Garcia Dori, qui est artiste et agroécologiste. L'agroécologie, cette pratique agricole qui favorise l'hybridicité, le caractère hybride des plantations. C'est le fondateur de Inland, Campo Adentro, près de Madrid. C'est une plateforme de collaboration théorique et pratique qui relie l'art, les territoires et le changement social. Donc, cette idée de transformation de nos relations à l'alimentation. Son travail non seulement s'attache aux relations à l'alimentation, mais plus globalement aux relations entre nature et culture, aux transformations du paysage, urbain comme rural, et puis en travaillant la question des utopies et leur potentiel de transformation sociale.
Ils travaillent beaucoup sur les modes de coopération, à la fois en incluant finalement un public présent et plus lointain. Ils travaillent aussi à partir des langages artistiques traditionnels tels que le dessin, mais aussi avec des formes plus innovantes ou plus nouvelles en tout cas, d'action et de coopératives collaboratives. Donc, je vais très vite, tout de suite même, céder la parole à Maria Talia Carras pour qu'elle nous présente un ou deux projets qui nous parlent des liens de sa plateforme avec le territoire, que ça soit très local ou finalement beaucoup plus déployé à l'échelle régionale, voire nationale. Donc, merci Maria Talia. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, je partage mon écran maintenant, un instant. Voilà. Alors, quand Cole nous a invités de participer à la table territoire, on a suggéré une investigation sur le pain, son symbolisme, ses rituels, son rôle politique, son rôle écologique, culturel, la base d'alimentation surtout méditerranéen. Alors là, c'est un territoire pour commencer, mais pas seulement. Le pain qui joue un rôle central sur chaque table conviviale, dans chaque famille quand ils partagent leur déjeuner. Et je reviens ici au mot compagnon, le compas, l'idée de manger dans une façon collective, de partager. Alors, on a invité deux artistes jeunes grecs, Paki Vlasopoulou et Maria Varela, et un groupe artistique, Hyperconf, de travailler chacun avec son perspective sur le thème du pain. Je vais présenter les deux premiers, le projet de Vlasopoulou et Hyperconf. Dès que demain, Maria Varela sera avec vous pour présenter soi-même son projet. Alors, commencer avec Paki Vlasopoulou qu'on voit ici, Bread Session. En fait, ce projet s'appelle Bread. Le territoire a changé à cause du COVID-19. Alors, Paki Vlasopoulou a commencé à vouloir investiguer le processus biologique du pain en levure comme une métaphore pour les changements politiques et la diaspora d'information, comment on forme une communauté. Il s'intéresse aux communautés, les rassemblant, les moments qu'on partage, et le pain, comme les journaux, joue un rôle intégral aux formations des communautés. Alors, ici, on voit que le territoire de notre quartier de Tavros, qui est un quartier avec beaucoup de migrants dès 1922, mais il y a plusieurs vagues de migrants qui viennent à notre quartier, et commence à jouer un grand rôle dans ce projet. Alors, son projet a eu deux étapes. La première étape, là qu'on voit ici, était un atelier de céramique et du pain à levure, où une boulangère avec qui elle était en dialogue pour la durée de sa recherche, a partagé ses connaissances du pain et en même temps, Paki Vlasopoulou a partagé ses connaissances de céramique. Les deux pratiques ont fait beaucoup en commun. Voilà, ici on voit la texture du pain et de céramique. La deuxième étape est un journal avec un texte qui parle du pain. On voit ici, il y a un quote aussi en français. Les hommes partagent l'air entre eux et les animaux, ils partagent la surface du monde. Alors, c'est coécrit par l'artiste Paki Vlasopoulou et aussi Elisabeth Koulori, qui était le boulangère avec qui elle travaillait dans tout le programme, et aussi un architecte. Le texte était traduit dans toutes les langues des communautés migrantes de Tavros, Punjabi, albanien, russe, arménien, arabe, français, à cause du fait qu'il y a une grande ferme qui s'appelle télémarketing français à Tavros, et surtout grec. Alors pour elle, la communauté de Tavros est son territoire. Et avec ce journal, qu'elle parle du pain et du processus de
du pain, elle essaye de créer des moments que rassemblent les gens. Alors, le journal propose qu'avoir une voix publique ou bien une voix politique tout ensemble, collective, est profondément liée avec le rassemblement autour d'une table. Comment on mange et au centre de chaque table se trouve un morceau de pain. Alors, voilà, ici, on voit le journal, comment ça s'est désigné. Et ici, il y a les molécules de pain et comment ça forme. Cette journée va être préparée dans le prochain mois. On va la trouver dans toutes les boulangeries de Tavros. Alors, toutes les communautés peuvent trouver le journal là. Le deuxième projet, de l'autre côté, c'est HyperConf, qui a un autre territoire parce qu'ils habitent dans une île cycladique, Tinos. Alors, le projet réunit leurs pratiques artistiques avec leur vie quotidienne parce qu'ils produisent du miel et des autres produits agricoles. Leur projet qui s'appelle Biosentinelle qu'on voit ici propose une recherche sur les bactéries Saccharomyces cerevisiae qui sont communs entre les personnes, le pain, le vin et le miel et le processus de fermentation. Dans les photos, vous voyez les fermentations des fleurs du nord de Tinos, des figues, des fleurs sauvages qui sont foragées. Voilà. Ici, on voit un kaléidoscope de toutes les choses qui vont connecter avec leur projet parce qu'il y a un film qu'ils vont tourner sur leur ferme en Tinos, un atlas de différents groupes dans le monde qui habitent au réseau et qui utilisent les ressources comme le soleil pour cuire le pain avec des fours solaires DIY. Et à la fin, ils vont rassembler tous les différents côtés de leur projet à notre espace pour une fête où on va boire le vin et les bières qu'ils ont produits avec le processus de fermentation. Alors là, avec ces deux projets, on voit deux territoires. Le territoire d'Athènes, de notre local de Tavros, et les communautés et les personnes qui font ce territoire. Et d'une autre façon, on voit un HyperConf qui travaille à Tinos, à l'île de Tinos, qui font prendre leur territoire pour faire de fermentation, pour rassembler de différentes végétations. Après, ils vont le essayer à Athènes aussi. Alors, ils vont prendre de différentes végétations, de différents coins d'Athènes pour fermenter et transformer dans quelque chose à boire. Alors, la végétation d'Athènes, après, va devenir aussi une source d'alimentation. Alors, ça sont les deux projets complètement différents, avec le pain au centre chaque fois et le pain comme clé à un territoire. Alors, c'est tout. Merci beaucoup, Maria Talia. Je vais laisser la parole à Olivier, qui lui aussi fait que les abeilles s'inspirent du territoire directement pour produire de l'alimentation et qui travaille également dans une communauté extrêmement variée, puisqu'il y a des personnes de toutes origines dans le territoire de Saint-Denis. Et donc, il y a des liens entre la manière dont vous travaillez, ce rapport du territoire à vos productions, je dirais. Olivier? Mais il faut mettre ton micro, tu sais. Est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui, bien. Ouais, bonsoir, merci. Oui, ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire-là, c'est aussi l'évolution chronologique des questions premières qui étaient celles que l'on avait au tout début de notre expérience. Quand je dis nous, c'est le collectif, c'est le pluriel de parties poétiques, c'est la façon qu'on a eue il y a plus de 15 ans à démarrer ce travail qui concernait déjà finalement la table et le territoire, mais au-delà de l'alimentation qui commençait par les abeilles, voilà, et qui commençait aussi par l'invisible de la ville et sur la façon
qu'avaient les abeilles, d'interroger dans cet invisible-là à la fois notre alimentation, mais aussi l'espace politique, l'espace imaginaire, et dans cet invisible-là, toutes les questions éminemment sensibles et politiques qui étaient posées à la fois par la mort des abeilles et par la surprise et le paradoxe de réussir à faire du miel en ville. Voilà, c'est comme ça que cette chose a démarré. Si vous êtes d'accord, avant de vous expliquer finalement, pour faire ça de façon un peu concentrée, mais parce que finalement cette expérience agricole, elle vient dans le ciel, elle commence par le ciel, elle commence par les abeilles. Je vais d'abord peut-être faire quelques étapes importantes qui me semblent importantes dans ce que j'ai appelé au tout début la pollinisation de la ville, qui est aussi une pollinisation de les esprits, pour nous amener ensuite sur le plancher des vaches, mais surtout des plantes, à regarder comment on a imaginé, en restant un collectif artistique, comment on pouvait s'emparer de la terre et cumuler finalement la responsabilité qu'on a à faire en sorte que cette terre, elle reste une terre nourricière, comment on peut l'accompagner sans être un collectif de maraîchers, mais en restant un collectif d'artistes, et de voir quel type de relation ça a produit sur un territoire comme le nôtre, parce qu'en fait, finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément de faire du miel ou de faire des légumes, c'est de produire de la relation. Alors, je vais tenter un truc, parce que ça fait longtemps que j'ai... Voilà, si je fais ça, ça marche à peu près. Vous me dites si ça vous parle, ce que vous avez à l'écran. On a des oiseaux pour l'instant. Et là, vous avez des oiseaux? Non. Alors voilà, les oiseaux sont des excuse-moi. abeilles. Non, mais je vous en prie, Nathalie, mais c'est un apprentissage quotidien. Donc, et donc, oui, moi, ça m'a évidemment fasciné, mais amusé de commencer quelque chose qui d'ailleurs pour lequel je ne savais pas où ça allait mener, mais de commencer une collaboration avec cet animal qui a 80 millions d'années, qui s'appelle l'abeille. De le faire dans mon village natal, qui est Saint-Denis. Donc c'est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est au nord de Paris, qui touche Paris, qui est un village de 120 000 habitants. Et de finalement réaliser avec ces abeilles ce travail qui est de cartographier et d'inventorier ce que l'on ressent, ce que l'on lit, ce que l'on sait avoir planté dans les espaces urbains et donc les espaces humains, et de regarder aussi ce qui n'est pas volontairement planté et de voir comment ces accidents de dispersion de graines produit de la complexité à la fois urbaine mais aussi gustative. Voilà. Ça a démarré avec une ruche, puis 4, puis 8, puis 16. On s'est fait rattraper par la magie des chiffres et aujourd'hui, le collectif a 120 ruches à Saint-Denis, ça fait 9 millions d'abeilles au mois de juin et ça fait du miel dans cet endroit-là, ça fait du miel sur cette table-là, sur ce territoire-là, contre toute attente, parce que quand on traverse la ville, on n'a pas le sentiment que c'est une terre de miel. À Saint-Denis, on produit entre 4 et 5 fois plus de miel que dans la majorité des régions rurales de France. Donc, c'est le nom qu'ont donné les habitants à ce miel, le miel béton. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais ce miel-là, sans vouloir être apiculteur. Là, je le fais par nécessité, par obligation et par plaisir, en fait, par relation à l'animal. Donc, il y a toujours une tradition de transhumance. On a toujours déplacé nos abeilles à travers le territoire et les abeilles ont accompagné les hommes en même temps que du coup on pouvait faire du miel en bas de la montagne, on en faisait en haut de la montagne et cette transhumance avait un goût et ces miels étaient finalement dans leur goût à l'échelle du déplacement des hommes et de la diversité des paysages. Et du coup, moi, ça m'a intéressé de regarder comment la métropole de Paris, en son centre, pouvait faire un miel et comment au centre Pompidou, en 2006, finalement, en posant 100 000 abeilles sur un trottoir, j'ai tenté, sur le parvis du centre Pompidou, j'ai tenté de faire un miel étalon, un miel zéro, un miel d'un kilomètre zéro qui serait le miel du centre de Paris. Alors, la chose la plus excitante pour moi, c'est quand je dis de parler de relation à l'animal, c'est de partager aussi cet émerveillement, cette relation à l'animal et de limiter et de supprimer toutes les frontières et distances qu'il peut y avoir entre nous et le sauvage. Et donc là, en l'occurrence, le pollinisateur urbain, c'est comment est-ce qu'on enferme des humains dans une ruche. Je ne vais pas rester trop longtemps sur tout ça, mais ça rapproche et ça ramène et ça nous oblige à redécouvrir le spectacle de la nature. C'est aussi ce que l'on fait en fait quand on travaille sur l'alimentation. Et je vous montre ça, voilà, comme les expériences premières, sensibles peut-être, sensorielles, je ne sais pas, et qui transforment en fait aussi la peur en curiosité. C'est une des choses qui m'intéresse le plus lorsqu'on enferme des humains dans une ruche. Voilà. Donc, et puis ensuite, l'idée dans l'espace public, c'est de voir comment finalement, paradoxalement, on arrive à faire quasiment 100 kilos de miel là où on stationne une voiture, de regarder comment finalement la ville se goûte, comment elle a un goût. Une abeille qui habite finalement la ville, elle nous donne l'occasion de goûter la ville que l'on habite, elle nous donne l'occasion de la manger et elle nous donne l'occasion aussi de la partager. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expertise d'une abeille, elle passe par quelque chose qui ne ressemble à rien en termes de mémoire gustative. C'est-à-dire que le miel urbain est une invention d'un terroir qui ne serait pas un territoire caractérisé
caractérisée par l'exposition d'un coteau au soleil ou d'une nature de sol, mais qui est caractérisée particulièrement par les humains qui produisent ce terroir. Donc, moi, j'ai envie de dire, et le miel m'a aidé à lire ça en tout cas, que le terroir urbain devient un terroir humain. Et ce qui caractérise finalement le goût d'un terroir, c'est peut-être la façon qu'ont les humains de l'habiter. Voilà, donc plein d'installations, ça c'est un feu ruche, c'est à Grenoble, on s'amuse beaucoup, on regarde comment les abeilles peuvent habiter l'espace public, et regardez, en gros, là très simplement, il y a eu 12 installations en 6 mois dans la ville de Grenoble, il y a 10 ans de ça, et ces 12 installations qui abritaient chacune une ruche, ont produit chacune un miel, et regardez, rien qu'en couleur, il faut imaginer en saveur, la ville permet aussi de produire cette diversité-là, à la fois en couleur et en saveur, dans un seul écosystème a priori unique, qui s'appelle la ville. Donc, manger la ville, c'est ça, et le miel devient finalement un trésor, et un trésor commun qui relève plutôt d'un intérêt public et général par le service de pollinisation, et qui du coup, comme il appartient à la collectivité, vaut peut-être pour un trésor collectif, donc on l'a mis au coffre, et c'est comme ça progressivement que ce miel, ce butin commun, est devenu, a amené à faire un projet qui s'appelle la Banque du miel. Donc pour ceux qui parlent français, on sait que les banques aujourd'hui, depuis 2008, n'épargnent personne. Et puis du coup, la Banque du miel a été finalement une autre façon d'imaginer comment la table de négociation économique, écologique et territoriale, donc comment la table des territoires peut à un moment faire en sorte que la Banque du miel s'invite à Genève, sur les trottoirs de Genève, dans le quartier des banques, et de voir comment finalement, en faisant ça, on parle aussi de la façon un peu spéculative de penser notre agriculture, de se rendre compte que finalement, cette agriculture que l'on dit conventionnelle, elle n'a rien de conventionnel, si ce n'est de travailler à la rentabilité à l'hectare d'un certain nombre de tableaux Excel qui modélisent finalement une tentative comme ça de fabriquer de l'argent finalement, et de voir comment parallèlement à cette idée de fabriquer de l'argent par l'agriculture, on fabrique de la mort. Et donc, on a commencé du coup à faire à la fois ce travail-là, à la croisée de deux crises dont l'abeille souffre, les humains aussi, une crise économique, une crise écologique, et à arpenter le territoire, à se mettre en situation d'abeille, à regarder finalement comment on se retrouve à lire le paysage que l'on mange au fur et à mesure que l'on traverse. Je vais passer un peu plus vite sur la Banque du miel pour qu'on ait encore un peu le temps pour parler de ce que l'on fait aujourd'hui et ce qui nous excite particulièrement avec à la fois la ferme que l'on a reprise à Saint-Denis, et puis surtout ce qu'on développe aujourd'hui en termes de passerelles entre d'autres territoires. Donc voilà, pour s'amuser, c'était peut-être la première fois que des Suisses ouvraient un compte bancaire en France. Donc là, on est sur les trottoirs de Genève avec des comptes épargne abeilles qui étaient donc ouverts par des citoyens suisses. Et donc la Banque du miel, c'est aussi ce qui nous a permis de créer des banquets, donc des banquets bancaires, et pour le coup de regarder comment, lorsqu'un butin est produit, on a la nécessité et l'obligation d'organiser un partage de butin et de regarder ce que ça produit, de fabriquer finalement à la fois une communauté, mais peut-être de faire société ensemble à la fois autour d'un repas, et puis des enjeux qui sont à un moment posés comme des questions par les abeilles. Donc, ce banquet bancaire, c'était l'art à la fois de la question et du souci de la transformation, où le dessert était un plat de financier, on mangeait des financiers à table, et au finalement, ce qui nous intéressait aussi dans les différentes évolutions du projet, de voir comment cette table du territoire, et là encore posée, était aussi une table de négociation avec une possibilité d'inviter deux personnes qui avaient un avis contradictoire sur une question posée par les abeilles. Et là, c'était à Utrecht, aux Pays-Bas, dans une maison que j'avais dessinée qui s'appelle la Pop House, qui aujourd'hui est à zone sensible d'ailleurs. Donc, nos publics, si on parle de public, ceux que l'on embarque dans ce mouvement, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, cette pollinisation, c'est finalement, c'est nous tous, quoi. C'est pas uniquement un public attentif ou expert ou connaisseur des termes usuels dans l'art contemporain, c'est la question du vivant aujourd'hui qui m'importe le plus. Notre médiation, elle porte aussi pour ce genre de stagiaires. Et puis l'essaimage vaut pour démarrer d'un village qui s'appelle Saint-Denis et de travailler à quelque chose qui par nature devient un essaimage. Donc là, voilà, ça a été d'ailleurs un drôle de prix, le prix Coal en 2012 qui m'a permis de faire la Banque de Rennes, qui était une étape dans le processus de la Banque de Rennes, Queen Bank, qu'on a installée contre le palais de la reine Béatrice de Hollande, en 2012 à Stroom den Haag, le centre d'art contemporain de la ville de La Haye. Je vais aller plus vite donc voilà, j'arrive des fois à faire des jeux de mots en anglais, c'est très rare, donc profitez-en. Et puis, cette relation, oui, dans ce qui est intéressant, donc quand on imagine une banque, c'est pas de créer une banque supplémentaire, mais c'est peut-être là de voir comment on était en capacité de créer une banque du vivant et de regarder quelles sont les plus-values finalement dans la façon qu'on a de faire fructifier. Donc si on reprend l'origine du terme, donc de faire des fruits, de voir comment cet investissement, cette façon d'investir les espaces, elle permet de produire de la vie. Et donc cette banque du miel, entre autres bénéfices et plus-values aux territoires et aux habitants, elle produit de la vie parce qu'elle produit des essaims. Et donc
Cette installation qui devait durer 3 mois, elle est restée 3 ans, et chaque année, cette œuvre produisait des colonies d'abeilles qui étaient offertes à des habitants de La Haye. Blabla, blabla. Oslo, COP21, un bureau de change. Et puis là, voilà, on arrive enfin. Désolé pour cette longue introduction, il me reste 2 minutes. Je ne vous entends pas, mais je suis d'accord avec vous, Nathalie Blanc. Vas-y. Et donc, si on reprend une lecture de cette ville vue d'abeilles, voilà, on était tout à l'heure à côté de cette soucoupe volante en bas à gauche, qui est le Stade de France, un emblème national depuis qu'on est champion du monde. Et puis, un peu plus loin, il y a le point bleu où sont installées les abeilles, donc sans la ruche. Et puis, un peu plus loin là-bas, le point rose, c'est cet endroit. C'est cet endroit qui est protégé par la ville de Saint-Denis, finalement, depuis 83, que la ville a acheté cette terre. On est, mais je crois que Jean-Philippe hier, ou pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, je peux quand même vous redonner quelques éléments de contexte. On avait en fait au nord de Paris une plaine légumière, la plaine des Vertus, 350 familles de maraîchers qui nourrissaient et qui venaient, du coup, tous les jours à 5 heures du matin au centre de Paris pour faire marcher, c'était les Halles de Paris. Et puis, la pression foncière a fait que ces 350 familles ont été de moins en moins nombreuses, plutôt, et en 2016, il ne restait plus qu'un seul maraîcher, René, et la ville a lancé du coup un concours en 2017 pour la reprise de ce lieu. Il n'était pas du tout question pour la ville d'imaginer qu'un collectif d'artistes puisse se transformer en collectif de maraîchers, ce qui n'était pas du tout mon envie non plus, mais en revanche, je me rendais compte que depuis 15 ans, moi, je travaille sur un lien entre art et environnement, en utilisant l'abeille comme un médium et un bâton de transhumance. Il y avait aussi certainement un intérêt à créer plutôt les conditions d'une trilogie, une articulation entre nature, culture, nourriture. Et ça, avec non pas l'idée de créer un centre d'art contemporain qui intégrerait la question de l'alimentation, mais avec plutôt l'idée de créer une académie de cuisine au début, qui ne dirait pas qu'elle est un centre d'art. Et puis d'étape en étape, on en est aujourd'hui à penser plutôt une académie du vivant. C'est sur ça que l'on travaille aujourd'hui et qui nous a permis de lever la main au moment de la reprise de cette ferme. On a été nommé lauréat, on a monté une équipe pour travailler à l'hospitalité de ce lieu. C'est une hospitalité aussi du vivant. On est passé d'une espèce végétale qui s'appelle la salade à 230 espèces végétales différentes, légumes racines, légumes feuilles. Et c'est aussi un lieu d'hospitalité pour les humains. Alors ça s'appelle zone sensible, ça a une signification, évidemment, dans un quartier comme le nôtre, mais c'est surtout un territoire de sensibilité que l'on a imaginé là, et de sens, si possible. Donc voilà, en termes de paysage, ça donne ça. C'est une sauvagerie comme un oasis au milieu d'un environnement non pas hostile, mais urbain. Et donc c'est à la fois une sorte de destination pour les insectes et les fleurs, mais aussi les humains. C'est une équipe, c'est une aventure, hein, c'est à la fois épuisant et passionnant. Et c'est aussi du coup du public qu'on accueille tous les samedis, et aussi des artistes en résidence. C'est des questions que l'on invite et qu'on fait circuler dans des pratiques qui doivent s'hybrider, qui doivent s'inventer. C'est une façon de considérer l'alimentation comme un fait culturel majeur, et puis de considérer finalement aussi la ferme peut-être comme l'espace politique des temps futurs. Je ne sais pas si je suis long, pas assez long, je suis peut-être trop long. Je peux continuer hein, avec grand plaisir, mais Et on reviendra peut-être sur voilà. pour En cours. pour ne pas enchaîner le TGV, le train qui va à toute vitesse. Pardon. Et d'autant plus que, en fait, ce qui est intéressant avec l'Académie du Vivant, et on pourra un peu prolonger là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est un projet non seulement avec le territoire, mais avec des grands chefs par ailleurs. Enfin, il y a tout un travail de maillage que fait ton zone sensible. Pour le coup, je vais peut-être, on reviendra sur le projet de zone sensible et il y aura de toute façon des questions. Mais je vais peut-être céder la parole tout de suite à Fernando, qui lui aussi travaille avec le territoire, hein. Un territoire qui est celui au-dessus de Madrid et de manière en correspondance avec le territoire de Madrid, ne serait-ce que du fait de tes étudiants, enfin des étudiants qui travaillent avec toi ou des personnes qui viennent en stage, si j'ai bien compris, non? Fernando? Merci Nathalie, merci tout le monde. Bon, en fait, je ne vais parler pas de le projet ici autour de Madrid, autour de la ville. Je pense que ça qu'Olivier aussi a montré, c'est super déjà inspirant pour ça que tout nous essayons de faire à niveau de les rencontres ville-campagne. Alors que par rapport à ça qu'on essaye à Inland Campo Dentro, c'est de réfléchir sur le territoire et les possibilités aussi de la
communalisation, on peut dire, de la gestion des ressources naturelles à niveau des communautés de bas. Et ça passe les mêmes à le milieu rural qu'au milieu urbain. En fait, nous travaillons dans 3 endroits. Et c'est ici à Madrid-Ville. Je suis maintenant le centre d'approchement à le rural. C'est notre espace qu'on a ici à la ville, mais aussi nous avons une bergerie urbaine, on peut dire. Non, il y a un projet avec ce nom là-bas à Paris. Et oui, nous travaillons aussi à les montagnes au nord d'Espagne. Mais en tout cas, j'avais pensé de vous raconter un peu de notre réflexion sur les questions de territoire et un peu plus particulièrement sur un projet que je voudrais partager, si vous me permettez un moment. Donc, pour nous, les territoires, c'est aussi une manière de réfléchir sur l'espace, non? L'espace qu'on habite et que c'est une espèce d'assemblage entre les vivants, les non-vivants, les flux d'énergie et de matériel. Et il a une vision qui vient plus de l'organisation des territoires par rapport à la science de la géographie, de la cartographie, et aussi de l'écologie. Et déjà à son début avec Humboldt et des autres scientifiques, avait déjà un rapport aussi avec la lecture culturelle qu'on peut faire de ça que c'est autour de nous. Et ça, je pense que c'est intéressant par rapport à repenser le genre de paysage et repenser que ce n'est pas un paysage contemplatif, mais aussi un paysage de friction, de souchage, un conflit des fois. En ce sens, c'est intéressant de comprendre un peu le contexte ici à la péninsule ibérique et en Espagne plus particulièrement, comme par exemple la plupart de la population se concentre dans les régions rouges. Non? Donc il y a un grand déséquilibre, on peut dire, entre la région, les régions peuplées à les villes et la campagne, et avec des espaces qui sont en densité de population pareil à ça qu'on a vrai à Laponie, à la Scandinavie, et 1 ou 2 habitants pour kilomètre carré. C'est intéressant aussi de penser que la manière à laquelle l'espace et les territoires sont occupés historiquement et politiquement configure aussi le paysage et la manière d'habiter. Ici, on peut voir en ce cadre en vert plus foncé, c'est dans les régions en Espagne avec des travailleurs sans terre. Ça veut dire des communautés, des gens qui habitent un grand village, mais qui n'avaient pas accès à la terre, particulièrement parce que là, ça qu'on parle de ça qu'on appelait reconquiste, non? Qui va du 8e siècle à 15e siècle, a impliqué une manière de couper le territoire de manière différente. Alors que cette région, par exemple, Extremadura, c'était une région qui était colonisée ou recolonisée à le 15e siècle avec une manière différente que le nord d'Espagne, qui était des petits paysans guerriers qui avaient son droit à la terre, ces petits fonciers. Vous dites foncier en français? Son exploitation. Mais ici en sud, il a une nouvelle manière de coloniser la terre qui commence à préfigurer les modèles qui étaient depuis exportés, on peut dire, à les colonies, à l'empire colonial de le 15e siècle. Alors qu'on peut parler des colonies intérieures avec des ruralités profondes qui, par contre, nous donnent des espaces que maintenant, ça c'est la carte européenne des territoires avec High Nature Value Farmland. Ça fait dire des régions agricoles avec une grande valeur naturelle. Et c'est intéressant parce que les régions plus, on peut dire, remotes ou périphériques, comme les régions de montagne, les régions que j'ai parlé, non, qui avaient une manière de couper la terre avec des grands propriétaires et les grands espaces ouverts, non, ou ici à l'Escotie, sont en même temps les endroits avec une grande biodiversité et richesse naturelle. Non? Les régions plus développées, comme la région de Ruhr
ou les grands plains de monoculture, non, en Centre-Europe, ils sont par contre être oui, limités au niveau de la diversité et de la richesse naturelle. Mais je veux parler d'un petit cas spécifique, que c'est le projet del cheese design, non, le design d'un fromage pour la région de Cumbria, en Angleterre. C'est un projet qu'on avait fait des années avant, et c'est pour parler aussi de l'identité multilocale ou interlocale de Inland. Non? Nous travaillons dans notre espace particulier quand on parle de communautés de pratique, mais en même temps, on fait des autres projets de travail ailleurs. Non? Et en ce cas, la région les Lake district du lac, du nord d'Angleterre, c'est une région qui était remote, qui était montagneuse, qui était presque hostile, non, pour les populations locales en comparaison avec le centre d'Angleterre, mais qui était, par les standards de beauté le romanticisme anglais, incroyable. Donc, les grands poètes romantiques comme Wordsworth, comme bon, Ruskin après et des autres, il était venu ici et commençait à voir la Terre avec des autres yeux. Ça, cette première regard les poètes, de l'artiste, a devenu réclame touristique et ça a devenu depuis un espace, on peut dire, un débat, un conflit avec les différents usages de la terre. Les communautés locales ont besoin de se nourrir avec l'agriculture et des autres pratiques liées aux terres et le tourisme. Non? Il y a maintenant des millions de visiteurs qui viennent et qui regardent la terre d'une manière plus, on peut dire, une approche de consommation, non? De contemplation, de flâneur, qui demande un paysage pristine, virginal. Non? Ce conflit, quand on arrivait là-bas à travailler à 2008-2010, était déjà, bon, on peut dire, latente. Et l'idée, c'était de travailler avec les différents sujets sociaux qui habitent sur le territoire. Par exemple, on a travaillé sur deux groupes sociaux principaux, les agriculteurs, et les éleveurs, et aussi d'autre côté, les tourismes. Donc, on a commencé pour inviter à cet groupe social à faire de workshops pour faire des fromages. Attends, si j'y arrive. Pour faire des fromages pour les agriculteurs et commencer à voir comment donner une valeur ajoutée à la production laitière et aussi des workshops pareils organisés pour le groupe de tourisme, de les visiteurs, hobby et tout ça. Après chaque workshop, on organisait la dégustation des différents fromages de différents endroits et les gens pourraient signaler ce qu'ils aimaient plus de chaque fromage, l'arôme, la texture, la taille, ou d'autres choses. Donc, chaque groupe social a rempli des formulaires et avec cette date et un espèce de système d'intelligence artificielle ou algorithme, on a distribué les goûts préférés de chaque groupe social et nous avons les combinés pour avoir cette distribution de préférences finales qui nous a donné la recette le fromage qui serait un fromage universel qui pourrait unir les deux groupes sociaux et dans son même goût. En fait, le fromage n'était pas formidable, était un peu universel, médiocre, mais en tout cas, était le moyen, non, de rencontre entre les groupes sociaux. Ici, c'est le fromage qu'on a fait et que c'est intéressant parce qu'il a maturé dans une cave, que c'était une cave pour la neige. Et dans les maisons victoriennes, c'est le cas de Ruskin. Et Ruskin, c'est le père
de l'art impliqué dans la société, on peut dire les peurs de l'idée des arts and crafts, non? De l'art et l'artisanat. Donc, repenser où est l'utilité de l'art, ça c'est crucial à notre proposition de Campo Dentro. Mais il habitait dans une maison victorienne avec cet espace pour la neige pour faire des gelées en ice cream, non? Je ne sais pas comment c'est dit en français. En tout cas, c'est le contraire de fromage, non? Les, les gelats, c'est un peu la manière, on peut dire, sucrée, non? Et pas très nourrissante de manger la lait d'autre manière. Mais le fromage, en ce cas, a fonctionné très bien dans la cave de neige de Ruskin. Et après, on a présenté le fromage avec un peu la mémoire de cette grand, on peut dire, homme local, non? Figure locale. Et les gens avaient la possibilité de dégoûter le fromage qu'on a fait pour réunir les deux groupes sociaux et les donner un nom. Après ça, un peu l'idée de faire cette petite infrastructure et une unité mobile pour la production fromagère qui pourrait aller de ferme en ferme et permettre à les familles locales de s'ailleurs cette diversification de la production pour avoir une nouvelle économie. Et donc, j'ai commencé à penser qu'on faire cet utile et j'ai découvert qu'il avait déjà des containers, non? Des boîtes qui étaient déjà diseignées pour l'armée nord-américaine et ils sont très portables, très durs. Donc, c'est une option solide pour une invasion même d'un pays. En fait, ce matériel s'utilise parfois de mal pas mal de fois à la guerre de Golfe. Et l'idée, c'était d'adapter, non? L'idée de mobilière, non? Portable, qui en même temps pourrait avoir aussi la possibilité de transformer la lait. On a utilisé finalement des matériels militaires de la guerre de Corée. Et ça peut être tout dans une boîte, mais après déplugué et proposer à les fermes de garder pour un mois ou deux mois et diversifier la production. Et en tant que ça, oui, les empoderer, on dit en espagnol empoderar, je sais pas en français, les renforcer pour avoir une possibilité de, on peut dire, de résister, non? Les grands pouvoirs d'érosion de la capacité de souveraineté alimentaire de les territoires que le tourisme pose, non? Donc, c'est notre objectif en tant qu'inland et Campo Dentro de repenser tous ces territoires, aussi les territoires microscopiques des terroirs, non? De les différentes bactéries lactiques qui habitent le fromage, et en tant que possible, oui, alliance, non? Pour garder un moyen rural vivant. Je pense qu'il le serait ici et j'espère que ça donne un peu des idées qu'après on pourrait débattre ou discuter tous ensemble, non? Mais la question finale de fond, c'est comment est-ce qu'en tant qu'artiste et transformateur des idées et des imaginaires, on pourrait éviter être facteur de gentrification ou non, de revalorisation des rural par des autres intérêts qui n'étaient pas qui ne serait pas celui les communautés plus vulnérables qui habitent dans la terre et de la terre et qui en même temps sont un rôle crucial pour la reproduction du vivant. Donc, je le laisse là. Et Merci Fernando. Et il y a plein de questions, moi, qui me viennent, notamment du fait que la dernière fois, tu avais parlé de la monnaie que représentait ce fromage, donc une valeur fiduciaire. Pour le coup, on était dans l'argent. Et du coup, c'était une partie de la question du fromage qui était tout à fait intéressante, cette opération de valorisation ou de revalorisation. Mais je vais rebondir d'abord sur deux choses. Avant de céder la parole aux spectateurs, c'est vos travaux autour du pain, du fromage et du miel sans le vin, malheureusement, sont clairement orientés sur l'idée de ce qu'on pourrait appeler des utopies concrètes, ne serait-ce que parce qu'il y a une part faite à des lieux qui proposent une autre façon de faire le rapport social, mais aussi le rapport à l'alimentation.
Et de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que ces projets ont une force de transformation à la fois auprès des acteurs locaux, mais aussi en termes d'imagination? Est-ce que vous avez pu constater la force utopique de vos projets? Qui a envie de... Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai compris bien les questions. Quelle est la force de transformation des projets que vous avez créés en termes, voilà, qu'est-ce que ça a transformé sur le territoire au-delà du projet lui-même, j'entends. Est-ce que vous avez constaté, par exemple, avec les acteurs locaux, est-ce que vous avez constaté avec les habitants, par exemple, des habitudes qui se sont transformées? Le fait de considérer que le fromage peut être une façon de se rendre indépendant sur le plan alimentaire ou d'apprendre à fabriquer ce fromage ou le pain, par exemple? Est-ce que cette façon d'initier ou d'entraîner finalement un aliment très quotidien, très ordinaire dans la fabrication, une fabrication artistique, euh, a entraîné des transformations que vous pouvez constater autour de vous? Et oui, du coup, vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Euh, Merci. J'ai envie de dire que c'est étonnant qu'on en arrive, et je te donne raison, à penser que ça devient une utopie concrète de faire du fromage, du miel et du pain en ville, alors qu'en fait, ce sont nos fondamentaux. Et on aurait presque aujourd'hui tendance à oublier qu'en fait, c'était la nature de l'humanité et de faire société autour de ces produits-là, quoi. Aujourd'hui, le faire en ville comme des artistes, bon, comme on le fait nous, avec finalement toutes les projections invisibles, symboliques, et qui relient voilà, tous ces fils-là, qui ne sont pas uniquement l'idée de produire quelque chose pour le commercialiser et de considérer qu'il y a une plus-value ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, dans cette histoire-là, c'est d'avoir déplacé peut-être des gestes dans quelque chose qui relève d'un universel, mais de montrer que c'est encore possible et que ça révèle d'une certaine façon de la folie euh, absurde. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces aventures-là, c'est précisément de montrer d'une que c'est possible, que c'est nécessaire, et que la façon qu'on a de montrer que c'est possible et nécessaire donne envie peut-être aux autres de réaliser les leurs d'utopie concrète. Ce qui est intéressant, c'est que ça propose quelque chose qui n'est pas un produit qui cherche à être un produit fini, puisque finalement, le processus n'est pas l'accomplissement de quelque chose qui serait uniquement une fonction designer, de réaliser un produit aujourd'hui qui serait, comme le sont beaucoup d'efforts de notre société, de fabriquer des produits qu'ensuite qu'on multiplie pour fabriquer finalement l'opportunité d'un commerce. Là, ce qui me paraît vraiment le plus intéressant, c'est la façon de créer une poésie qui ne serait pas seulement une fragilité, mais une poésie qui indique la nécessité de se reconnecter à notre alimentation comme un acte politique majeur qui relie ce que l'on met dans nos frigos, sur nos assiettes, et le lien au paysage, en fait, aussi, au paysage et aux gestes plus ou moins oubliés, plus ou moins non transmis, et de voir en 2 ou 3 générations, les ruptures se sont faites, voilà, les ruptures de transmission de savoir se sont faites. Et c'est ça, moi, que ce soit par le pain, le fromage ou le miel, aujourd'hui, on a un émerveillement à redécouvrir ces choses avec des transmissions rompues. Voilà. C'est ça qui me chagrine et c'est ça qui m'encourage aujourd'hui, en tout cas moi, en tout cas, c'est après ce que je vois, à imaginer peut-être la façon d'inventer des actions artistiques ou des productions ou des processus artistiques dans quelque chose qui nous relie à notre agriculture autant qu'à notre urbanisme ou à notre urbanité, quoi. Ouais. Peut-être l'un d'entre vous, Fernando ou Maria Talia, voulez-vous intervenir? Oui, moi je pourrais dire que ce que je trouve intéressant avec tous les 3 projets, c'est qu'il prend des choses invisibles et les fait visibles. Alors, dans les processus qui sont dans une ville au dehors, mais aussi avec nous, avec le pain, ce que m'intéresse dans le projet, c'est qu'il y a toutes les communautés migrantes qui habitent dans notre quartier, que leurs langues ne sont pas visibles, on n'écoute pas. Et voilà, avec le pain, avec le journal qui représente le pain, on donne la chance pour toutes les communautés de faire leur langue visible. Alors, de former des petits liens entre les différentes communautés, euh, surtout sur un thème qui est pour tout le monde très basique, le pain, très, très commun. Mais
avec ce processus, leur communauté devient visible pour tout le monde dans la ville. C'est ça que je voulais dire. C'est vrai que vous faites lien entre des langues au pluriel et un acte collectif, et que par ailleurs, mais comme Olivier et d'une certaine manière Fernando, vous puisez dans le territoire. Je pense au processus de fermentation à partir des fleurs du territoire de Tinos, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, vous puisez dans ce territoire, comme pour les abeilles ou comme pour le fromage et le lait, pour extraire quelque chose sur lequel on peut porter un regard différent du point de vue de la valeur. Parce que ce n'est pas n'importe quel pain, n'importe quel miel ou n'importe quel fromage, c'est quand même un pain, un fromage et un miel qui ont été produits par un geste artistique. De ce point de vue-là, on peut se dire quelle est la valeur ajoutée de geste artistique, sinon de rendre finalement le pain, le miel et le fromage de l'ordre de l'utopique. C'est quand même un geste de transformation, non? Je ne sais pas ce que tu en penses, Fernando. Oui, bien sûr. Je pense que à niveau de ça que j'essayais de raconter par rapport à la relation avec la figure de Ruskin, c'est de dire que il a des opérations qui sont opérations du quotidien, qu'en même temps il a une espèce de résonance dans un aspect, on peut dire, de symbolisme, non? Des notions d'esthétique expandue. Donc, c'est ça qu'on essaye d'explorer, hein, parce que nous pensons que l'idée qu'à devenir un peu résultat historique de l'artiste en tant qu'auteur singulaire avec son je veux dire, qui maîtrise une technique formelle comme la peinture, non? Et qu'après essaye de se distinguer avec son style, non? Al salon de Paris, par exemple, au moment que l'artiste était déjà indépendant du pouvoir, non? Et qu'il était plus en relation avec une bourgeoisie puissante. Je pense que dans ce moment, c'est intéressant de savoir et, où est, non, l'espace pour l'artiste et qui sont ces nouveaux commanditaires, non, qu'il y a une fondation française qui parle de ça. Est-ce que ce nouveau commanditaire pourrait être, par exemple, des habitants d'un milieu particulier qui confronte des défis au niveau des capacités de gestion, d'influence sur les décisions qui va à dire, comme ce qu'il va vivre, non? Donc, oui, c'est un peu en penser à quelle langue, quel langage on peut oui, avoir qui pourrait aussi nous permettre de sortir de cet espace un peu privilégié, mais en même temps mais isolé de l'artiste contemporain. En fait, vous réinventez un autre espace pour l'art. Hein. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Je ne sais pas si… Mais en même temps, ce que tu disais, c'était un peu paradoxal puisque tu disais il faudrait éviter que la présence de l'artiste dans les espaces ruraux, mais c'est vrai aussi dans les espaces urbains, gentrifie ou embourgeoise les quartiers environnants ou l'espace environnant ou les pratiques en question. Et c'est vrai que pour l'avoir vu dans le Bronx, où des gens avaient revalorisé la rivière et ont racheté la terre pour éviter que les artistes arrivent, parce que c'est alors un marqueur Ouais. effectivement de l'embourgeoisement d'un quartier. Donc on a cette envie des artistes d'aller vers les gestes ordinaires et de leur donner une autre portée symbolique, et en même temps, eh bien, ils sont effectivement un opérateur de la gentrification, de l'embourgeoisement local. Donc, comment on peut penser ça? C'est un peu provoquant ce que je vous… Mais si, alors, moi déjà, moi, je vous remercie parce qu'en fait, on ne s'était jamais rencontrés en vrai, Fernando et Maria, et même si on ne se rencontre pas véritablement, c'est la première fois qu'on parle ensemble. Et c'est joli parce qu'on a l'impression un peu, sans s'être jamais rencontrés, d'être des frères et des sœurs d'armes, parce qu'on a, ou alors à moins que vous l'ayez pensé évidemment en termes de direction artistique du côté de Coal. Mais cette articulation entre le pain, le Il manque miel, le vin. il manque le vin. Ben voilà, la communauté doit être élargie, mais
moi, ce qui me touche et ce qui m'émeut, et ce qui, pour s'inquiéter effectivement de cette gentrification de quelque chose qui au début était intéressant parce que c'était artistique et qui finalement devient, qui s'appauvrit parce que finalement ça devient des espaces de spéculation foncière ou géographique. Moi, ce qui me touche et ce qui apparaît là, vraiment, c'est pas tant que ce soit une nourriture qui fait art, là, je crois. C'est pas ça, je trouve ça, c'est presque faible à côté de la façon qu'a cette nourriture de faire société. C'est-à-dire qu'en gros, la valeur du pain, elle est intéressante parce qu'elle est issue d'un peuple, quoi. C'est un pain de population, finalement. Pour le fromage, c'est pareil. La valeur de ça, elle ne vaut pas pour l'artiste, elle ne vaut pas pour celui qui a l'initiative, elle ne vaut pas pour une histoire à soi. C'est pas l'histoire de l'artiste qui compte là, ni son ego, heureusement. C'est plus une histoire éco plutôt que égo. Là, pour le coup, c'est écosystème, économique, éco-relationnel. Et ce qui est, je trouve, moi, voilà, le plus touchant dans cette aventure-là, j'ai l'impression, c'est la façon qu'a cette nourriture artistique, peut-être, mais c'est accessoire, qu'elle a de fabriquer de la société, finalement. Et donc de faire humanité ensemble à travers la nourriture, qui est peut-être provoquée à un moment par une action artistique, mais qui ne cherche pas à l'être. Moi, je sais, en tout cas, c'est ce qui m'importe dans cette histoire-là. Ne pas faire le beau, ne pas essayer de faire l'artiste, pour essayer peut-être plus de se rapprocher d'un universel qui est issu d'une pratique ou d'une conscience qui est aussi des fois beaucoup plus artistiquement agricole que artistiquement artistique, quoi. Voilà. En fait, parce que du coup, d'une certaine manière, tu parles d'esthétique relationnelle. Enfin, tu es en train de dire ce qui compte, c'est de faire relation. Ouais. Mais dans ce cas-là, je dirais pourquoi la nourriture et pas autre chose. Il y a bien des manières de faire relation. Et c'est vrai que, en fait, les artistes qui sont embarqués dans la table des territoires, tous sont attachés à cette dimension alimentaire de l'art. Et c'est pas anecdotique. Euh, Faire relation, enfin, je ne pense pas que vos pratiques puissent être simplement réduites à l'idée de faire relation, parce que la nourriture n'y est pas pour rien, à mon sens. Ouais. Euh, Mais on n'a pas fini. Peut-être qu'on est au début de quelque chose. Je dis ça parce que à un moment, cette façon de faire communauté, elle peut aussi passer par la colère plus que par la nourriture. C'est-à-dire que peut-être que la façon qu'on va avoir ou un autre type de construction de récit. Aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions qui permettent de réinventer une façon de reposer la question, finalement. Peut-être que la nourriture est un prétexte, à un moment, pour amorcer quelque chose qui nous oblige peut-être à un moment à nous mettre en colère parce qu'il y a une obligation d'inventer de nouveaux schémas ou de nouvelles solutions. Je le dis parce que j'hésite des fois, moi, entre me mettre en colère et rester calme. Mais en fait, on fait ça, j'ai le sentiment qu'on fait ça à la fois comme un jeu, qu'on prend très au sérieux dans la façon que ça a de, de fabriquer un commun, quoi, et peut-être d'inventer des formes qui sont ensuite appropriées par d'autres et qui font peut-être à un moment, c'est peut-être l'espoir, c'est peut-être en ça qu'il y a un bout de politique, l'idée de faire un mouvement, peut-être, une amorce ou de faire mouvement simplement d'une personne à l'autre, ou de donner envie à l'autre de prendre le relais d'une expérience que l'on a réalisée à un moment, soit avec du pain, soit avec du fromage, soit avec du miel. Peut-être, je sais pas, je réfléchis à voix haute en même temps que vous, hein, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire-là. Ouais. Fernando ou Maria Talia, vous avez... Non, cette discussion est trop abstraite. Ah bon? Non? Non, je pense que si, que nous sommes d'accord et qu'on a déjà touché un peu les aspects principaux. Et je ne sais pas s'il serait peut-être aussi bien de voir qu'est-ce que les personnes qui sont dans pour qu'attendent les colloques avoir aussi des questions. Eh bien, écoutez, on va céder la parole à Jessica pour qu'elle nous renvoie vers les quelques questions, il y en a moins qu'hier. Et j'encourage vivement le public à poser des questions dans l'onglet Q et R. Donc, nous y répondrons maintenant. Donc, la première question s'adresse à Olivier de Zone Sensible. Alors, il semble que ces projets peuvent aussi avoir un rôle de redistribution sociale à travers le mécénat qu'ils peuvent lever. Je pense notamment à Zone Sensible, dont la production depuis mars va aux banques alimentaires locales. Est-ce que vous avez des conseils pour user de cette brèche, pardon? Ah, bah,
En fait, on s'est saisi d'une difficulté, qui est celle que l'on traverse avec cette pandémie, pour se mettre en situation de travailler grandeur nature, non pas avec un problème, mais avec l'obligation de trouver une solution. Et lorsqu'on se retrouve empêché, finalement, empêché dans nos circulations, empêché de profiter de ce qui fait que, pour certains, on a choisi de vivre en ville parce que c'est un espace de société, parce que c'est un espace où on trouve à la fois du divertissement, des différences de l'autre, etc. Et que tout ça nous est un moment interdit, la fête y compris, le repas en commun y compris. C'est intéressant parce que la ville est beaucoup moins intéressante. Et en plus, parallèlement à ça, le souci et le besoin de nature s'est révélé. Mais là, nous, ce qui s'est révélé avec le Covid, c'est plutôt la nécessité de penser quelque chose comme une solidarité pandémique et de voir que si la ferme devenait un espace où on pouvait produire une matière intellectuelle, mais aussi une matière pour le ventre, une nourriture pour le ventre, il y avait une nécessité de regarder autour de nous comment la vie au quotidien était devenue beaucoup plus difficile pour les habitants autour de la ferme, entre Trois-Villes, Stein, Pierrefitte et Saint-Denis. Et de considérer que, bon, on avait, nous, un tout petit peu d'argent pour commencer, pour amorcer quelque chose, qui était en gros produire des légumes comme on le fait depuis 3 ans qu'on a repris cette ferme, mais faire en sorte que ces légumes puissent servir à des familles qui ont pas seulement des difficultés en fin de mois, parce que ce sont des familles plutôt fragiles dans le territoire, mais qui avaient des difficultés en début de mois pour nourrir leurs enfants. Et donc voilà, on a commencé donc le 10 mai à offrir nos légumes et on en est à peu près à 980 caisses de légumes qui ont été offertes, puisqu'on a réussi à trouver ensuite des moyens, effectivement du mécénat, pour pousser ce mouvement le plus longtemps possible. Et là, on travaille à faire en sorte que, c'est pour ça que je disais que la ferme devient peut-être le nouvel espace politique, on travaille à faire en sorte que l'année prochaine, on puisse continuer cette solidarité pandémique et faire en sorte que ces légumes puissent être en premier lieu sur les tables des plus fragiles. Merci. Et donc une deuxième question, toujours Olivier. Comment sont accueillis les artistes en résidence avec Zone Sensible et comment articulent-ils leur travail artistique avec le travail sur la ferme ou dans la ville, par exemple? Ce qu'on a imaginé en termes de cadre de travail ou de direction artistique de projet, c'est une articulation entre nature, culture, nourriture. C'est ça qui lie finalement à la fois la façon qu'on a d'identifier une espèce végétale, d'inviter un groupe d'humains, un chercheur, un artiste, un habitant, etc. Les habitants s'invitent tout seuls parce que ce lieu est ouvert au public tous les samedis entre le mois de mars et l'équinoxe d'automne, enfin même un peu plus loin jusqu'à la Toussaint. Et mince, quelle était la question? Ah, c'est drôle. J'ai oublié la question. J'aime Alors, bien. c'était comment sont accueillis les artistes en résidence à Oui, Zone Sensible et comment est-ce oui, qu'ils articulent leur travail sur la ferme ou en ville? oui, c'est bon, merci. En fait, donc il y a une articulation nécessaire entre nature, culture, nourriture. On a créé un espace qui s'appelle 365, qui est un espace où on accueille des artistes en résidence. On avait un partenariat avec NAP Project, qui est un fonds de dotation, où on a du coup créé une bourse et un prix pour accueillir du coup un artiste en résidence qui avait un projet et qui permettait du coup de faire en sorte que Zone Sensible accueille une nouvelle étape d'un processus artistique, au sein d'un travail d'un artiste qui venait du coup sur un temps long, c'est pas un temps événementiel, c'est plutôt un temps biologique, sur un temps long, produire une nouvelle étape de son projet personnel et qui puisse réaliser une œuvre in situ dans le lieu. Donc aujourd'hui, on a un soutien du département de la Seine-Saint-Denis, des arts visuels, de la région Île-de-France, etc., pour créer les conditions d'une bourse de travail pour des artistes qui viendraient du coup pas seulement montrer leur travail, mais qui permettent de considérer aussi Zone Sensible comme un lieu de fabrique de culture, voilà, un lieu de fabrique de nourriture, mais lieu de fabrique culturelle. Il faut nous écrire en gros, et on regarde en gros comment on peut accueillir dans les meilleures conditions possibles ces processus artistiques. Ouais. Merci pour ta réponse. Du coup, troisième question. Alors, quelles sont les relations de Locus Athènes et de Campo Adentro avec les élus locaux? S'ils sont en relation directe comme Zone Sensible? Donc, Fernando, Maria Talia, je vous laisse répondre. Maria Talia, ton micro est en mute. C'est quelle est la question? Quelles sont les relations Quelles sont vos avec les relations lieux, avec les élus locaux? avec les élus locaux, Les élus, c'est-à-dire les politiques. les politiques locaux, locales? Je
C'est Par difficile. exemple, comment avez-vous obtenu le local? Est-ce que ça a été une négociation avec les personnes en charge du territoire localement ou des choses de ce type? Je, oh, pas vraiment. On a, vous pouvez rigoler, mais pour trouver quelqu'un pour traduire le texte en punjabi, on est allé premièrement à la site religieuse de la communauté punjabi. Et là, on a trouvé personne qui pouvait traduire de punjabi à grec. Après, on est allé visiter tous les petits magasins de la communauté. Aussi, personne ne pouvait pas traduire de punjabi à grec. Enfin, on est allé à la association gréco-indienne et aussi personne ne savait pas traduire de grec à punjabi. Et alors, à la fin, on est allé à l'école, une petite école dans le quartier. Et là, j'ai demandé à le headmaster, le prof, il a trouvé un garçon qui avait une mère qui pouvait trouver quelqu'un pour traduire en punjabi au grec. Alors, la politique était très, très micro-communauté. Alors, cherchant vraiment avec aucun lead, on a trouvé quelqu'un en entrée dans la communauté. C'est pour ça que ça marche. Je ne sais pas si aussi pour Olivier, c'est la même chose que chaque personne te prend par la main et t'introduit à quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas un système de la municipalité ou quelque chose comme ça. C'était personne à personne. Et comme ça, on a des entrées avec des micro-communities, qu'on dit. C'est ça la politique. Fernando? Et bon, pour nous, oui, c'est très important la relation avec les élus parce que dans un processus on peut dire, de transformation sociale au niveau local, c'est très important de construire cette alliance. Donc, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas trop. Je pense qu'à niveau local aussi, les idéologies les partitocraties sont plus diluées et surtout sont la personne, les relations avec le voisin. Et il y a des autres espaces qui s'y ouvrent, des dialogues et tout ça. Et vraiment, c'est... Oui, on travaille maintenant à l'école des bergères, on a deux écoles de bergères. Une école de bergères qui passe ici à la montagne de Madrid, c'est avec le soutien de la mairie. Et ça, c'est une grande différence. Ça te fait une grande déjà plateforme, non, pour faire des choses avec des soutiens très importants. Par contre, pour exemple, ici à Madrid-Ville, qui ont fait la bergerie au vin que je parlais. La mairie, c'est bon, on peut dire qu'il est d'accord que ça passe, mais en même temps, il a un problème de comprendre la vie, d'avoir une vision politique de ça, qu'est-ce que ça pourrait signifier, non, au niveau de mobilisation, de vision et de changement social. Et, oui, comme en tant que cette vision n'est pas partagée, c'est plus difficile d'avoir son implication. Non? Pour il, c'est plus en laisser faire, laisser passer, mais pas avec l'implication qu'on pourrait attendre. Donc, oui, je pense que à tous les niveaux, non? Au niveau local, mais nous aussi travaillons avec de ces entités d'organisation supranationales, non? Si tu veux, essayer d'avoir, comme on essaye maintenant, les années internationales de l'hébergère et les nomades. C'est un truc symbolique, on peut dire, un peu oui, décoratif, mais en même temps, ça nous donne des outils pour avoir des influences au niveau des gouvernements national, régional. Donc, et de soutenir non, les moyens de vie. Donc, oui, je pense qu'il faut maîtriser cet aspect pas trop agréable des changeurs et des trouveurs de points de communication avec les, oui, la politique réelle, non, la réelle politique, c'est toujours un peu dépressant,
mais en même temps, c'est nécessaire. Donc, peut-être c'est une des techniques que l'artiste d'avenir devrait aussi maîtriser, être capable de garder la vision et l'objectif, on peut dire, final, stratégique, mais avoir la capacité oui, ouais, faire de navigation, navigation entre les courants, des fois difficiles et turbulentes de la politique. De la politique, on peut dire officielle, partitocratique, parce que pour moi, la politique, c'est seulement la capacité humaine de décider sur ça qui nous affecte à le quotidien. Non? La police, non? C'est la capacité d'avoir une voix, une influence sur les affaires de la police, de la ville république. Cette notion aussi très française, non, citoyen. Jessica? Merci. Oui, alors alors, vous parlez d'inventer cette nouvelle forme d'art, utopie concrète, dans l'espace urbain surtout, mais comment voyez-vous les choses dans un espace extrêmement rural? Comment cette forme d'art contemporain peut-elle prendre place dans des lieux assez enclavés? Les écovillages, oasis avec une dynamique artistique peuvent-ils être une solution? Donc, peut-être que celle-là s'adresse à Fernando qui travaille beaucoup dans la ruralité. Parce que pour moi, c'est un peu d'effort de suivre la conversation en français. Est-ce que vous pourrez répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, vous parlez d'inventer cette nouvelle forme d'art, utopie concrète dans l'espace urbain surtout, mais comment voyez-vous les choses dans un espace extrêmement rural? Comment cette forme d'art contemporain peut-elle prendre place dans des lieux assez enclavés? Moi, je pense que j'ai essayé de montrer un exemple de ça avec le projet à les districts du lac en Angleterre. Et donc, ça, c'est un espace de ruralité distant de centre. Donc, oui, je pense que c'est pas facile de donner une espèce de recette, non? Il a plusieurs de manières, il faut comprendre les aspects particuliers. C'est pas les mêmes travailleurs en province, en région, avec un grand décret on peut dire, gentrification, que travailleurs au Massif central, à l'Ardèche, je sais pas. Ça dépend, bien sûr, les conditionnements socio-économiques et historiques et tout ça. Mais bon, en tout cas, je pense que l'idée, c'est d'aller dans des endroits et avoir une attitude d'écoute, non? De comprendre. Il y a, il y a- il y a une question extrêmement concrète que je vois à droite, là, dans la conversation, qui est finalement combien de personnes, quel est votre modèle économique? Moi, ce que je lis, c'est combien de personnes passent par la ferme. Là, il parle de zone sensible, mais ça pourrait rejoindre le village dont Fernando s'occupe au-dessus des montagnes. Quel est votre budget de fonctionnement? D'où proviennent les fonds, etc. C'est-à-dire une interrogation sur finalement comment cette sorte d'art qui n'est pas forcément exposée dans les grands musées trouve-t-elle à à se- tu parles sans mettre le micro. Exact. Pardon. Sur le temps long et pas sur le temps événementiel, et qu'on s'inscrit dans la géographie et dans le temps, et qu'en plus on monte ça sous un statut associatif, donc à but non lucratif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on doit équilibrer nos comptes, ne pas être en perte et en même temps être à zéro. Et quand on a en plus un enjeu qui est celui de la gratuité, parce que nous, la ferme, en public, c'est 5000 personnes à peu près cette année, malgré le Covid, enfin, une fois que le déconfinement a été fait. Et donc, en gros, on n'a pas de règles, c'est un bout à bout de petites choses, avec quelques financements publics, quelques financements privés, des réponses à des appels à projets, à un programme de recherche. Et en fait, chaque année, on retend un fil et on met des perles et on fabrique le collier qui est le bout à bout de
de moyens qui permettent en gros de financer la gratuité, de faire en sorte que les gens qui viennent travailler au parti politique soient assurés de leur capacité à être payés à la fin du mois, qu'on puisse s'engager sur un temps long avec eux et que lorsqu'on a des activités, elles ne soient pas payantes pour le public pour participer à une expérience, une aventure, un projet. Ouais. Donc chaque année, en fait, on redémarre à zéro quasiment. On a la région et le département et la ville de Saint-Denis qui nous aident sur de mieux dormir la nuit, mais ensuite, à chaque fois, il faut reconstruire en gros un équilibre économique. Et vous, Fernando ou Maria-Talia, sur cette question du financement? Bon, Ok. Maria, sorry. Comme You tu first, veux. you first. Go, go. Ok. Yes. Alors, moi, j'habite en Grèce, Lokos en Grèce, comme vous savez. Alors, à part du fait qu'on avait une crise économique pendant 10 années, et après la crise économique, on a une pandémie, je peux dire qu'en Grèce, il n'y a pas de fonds financement public régional ou national. Alors, chaque année, comme on commence vraiment avec zéro et on commence à faire de grands efforts, de faire des applications pour des financements. Mais je peux dire que c'est plus facile à Athènes de trouver des financements pour des sujets qui ne sont pas absolument pour l'art simple, pour des projets esthétiques ou formels. C'est plus facile d'essayer de trouver des financements pour des projets qui sont plus sociaux. Parce qu'il y a à cause de crise, migrant crisis, avec des réfugiés, avec des choses qui sont sociales, c'est plus facile. Alors, c'est une politique aussi pour l'art de gérer et de regarder dans ces sujets. Je ne sais pas si c'est une réponse qui vous couvre. Si, tout à fait. Fernando, je ne sais pas si tu as un mot à... C'est bon, je ne savais pas si la question était un peu dirigée à des aspects pratiques et prosaïques, on peut dire, sur la question de la financiation de projets. Je pense que pour nous, c'est important d'avoir une espèce de diversification et d'un côté que le projet que nous faisons sont, et on peut dire, viables, vous dites, Absolument, à un ouais. niveau économique, et d'autre côté, qui, oui, pourrait avoir un soutien au niveau de les subventions, du système culturel et de l'art. Mais la question, c'est que, en fait, et je pense que nous devrons être préparés pour un contexte de progressive, peut-être disparition de cette idée de l'État qui garantit le service aux leaders d'une culture soutenue pour l'État. Je pense que c'est aussi important de commencer à penser à des niveaux autosuffisants et qui donnent aussi d'autonomie au niveau de ce qu'on fait. Donc, des projets qui sont validés par sa contexte et que ça y forme des économies qui peut-être ne sont pas nécessairement monétaires, non? Des soutiens mutuels sont très importants. Et oui. Mais du coup, en fait, une question que je me pose, moi, c'est le fromage dont tu parlais avant-hier, enfin la semaine dernière plus exactement, en disant que c'était une monnaie. Tu disais que tu avais transformé le fromage en monnaie. Est-ce que ça veut dire que tu vends ce fromage? Est-ce que ça veut dire que vous tirez des ressources? Parce que je sais qu'Olivier tire de ressources du miel béton, même si ça ne permet pas d'alimenter la ferme, j'imagine, loin de là, à vrai dire. Est-ce que par rapport au fromage, c'est aussi une façon de créer des ressources pour le projet artistique? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes, on peut dire, la moitié de notre budget, c'est lié à la production culturelle ou à des soutiens publics ou privés, mais l'autre moitié, les 30% comme ça, c'est la production de notre production de fromage ou des autres produits.
Donc, l'idée, c'est de faire une espèce de transition, d'évolution dans un pourcentage plus grand au niveau des productions qu'on fait. D'accord. Jessica, est-ce qu'il y a C'est- d'autres questions? Oui, il y a une dernière question qui s'adresse à Maria Talia sur la recherche de Paki. C'est quelles sont les productions finales de l'atelier en collaboration avec Elisabeth Koulouri? Ont-elles été exposées ou comment ont-elles été partagées et diffusées? Et alors, la demande, c'est que c'est sur la première étape de le projet de Paki qui était le workshop. OK. À le workshop, en effet, c'était intéressant parce que vous, Table Territoire, a nous demandé de faire un event. Mais c'était un problème parce que c'était après l'été. Alors, la pandémie a commencé à, je sais pas comment on dit, Remonter. à remonter, voilà. Et, alors, on ne pouvait pas avoir plus que 9 personnes dans un espace. Alors, on a pensé de 1000 idées de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on peut disséminer et partager cet event. Alors, on a décidé le plus simple était le plus effectif et aussi le plus important de partager la connaissance de Elisabeth et de Paki et de faire un échange de connaissances. L'artiste qui fait avec ses mains le céramique et le boulanger qui fait avec ses mains le pain. Et on a invité simplement les 3 autres artistes qui font partie de le programme de Table Territoire, Maria Varela Hyperconf. Et on a passé 2 journées ensemble parce que le pain en levure, on doit le laisser pour beaucoup de temps pour rester, pour oxygéner. Alors, entre la levure, on a fait le céramique. Alors, c'était un moment que tout le monde parlait de toutes les choses qu'on parle ensemble ici, maintenant. Alors, c'était une occasion pour échanger des opinions sur l'alimentation. Et après, c'est ce que je dis avec la pandémie, c'est qu'on peut avoir beaucoup de petites formations, mais après une grande dissémination. Alors, on était simple 6, 8, 7 personnes ensemble. Après, avec le social media, on a partagé les images. Et je pense que c'est la plus effective chose qu'on peut faire dans la pandémie. Des petits coins, des petites communautés qui après sont larges avec la technologie qu'on a dans notre main. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, enfin, il y a une chose, moi, qui m'apparaît intéressante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Jessica, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est aussi le processus pour créer de la nourriture. Vous pensez à la fermentation, on peut penser à, du coup, dans le miel, cet processus qui passe par l'abeille, hein, ou pour faire du fromage. Euh, et pour le coup, il y a une réserve de créativité possible dans ces processus que montrent d'ailleurs les recettes et puis aussi les manières de fabriquer de la nourriture d'un bout à l'autre de la planète. Et je pense qu'il y a là-dedans, dans ces procédés de fabrication de la nourriture, des réserves d'inventivité. Il y a une dernière question, me dit Jessica. Tout à fait. Alors, en se mettant littéralement à la tâche et à l'effort, en tant qu'artiste, n'est-ce pas aussi casser les préjugés vis-à-vis des artistes et nous inscrire tous au même niveau que les agriculteurs en tant que cultivateurs de matières symboliques et nourricières? N'est-ce pas un mouvement commun avec les ruraux et les artisans? Est-ce que vous voulez que je répète la question peut-être? Oui, C'est très bien que c'est écrit, donc je l'appelle lire aussi. Merci. Oui, c'est ça. Elle est à droite dans la conversation. oui. Donc, vous pouvez la lire également. Globalement, c'est n'êtes-vous pas en train de descendre l'artiste de son piédestal habituel pour le mettre au même rang que d'autres artisans, en restaurant finalement une tradition ancienne de l'artiste comme artisan?
Bon, je voudrais dire quelque chose, est-ce que je peux? Ah, vas-y, Fernando, je t'en prie. Avant que tout. Non, seulement pour dire que oui, d'un côté, on peut dire que c'est une espèce de downgrade, non? Si vous voulez, pour les notions un peu néoplatoniques, non? De l'artiste comme opérateur symbolique et privilégié, tout ça. Mais qu'en même temps, moi, je trouve que cet idéal, c'est un peu comme une espèce on peut dire, illusion vaine d'un aristocrate qui est maintenant est moins et moins, non? En tant que je pense que la précarité de le travailleur de la terre, c'est un peu pareil à la précarité et le statut de travailleur culturel. Et les deux dépendent d'un système qui les reste, on peut dire, importante, une structure complètement loin, non, et oui, dans l'auto-exploitation, on peut dire, le travail pas rémunéré, constant. Il y a plusieurs de choses en commun entre le, et l'artiste, que je pense qu'ils sont déjà dans une position proche pour commencer à établir des dialogues et des alliances pour une idée de bonne vie, de bonne vie. Est-ce que sur cette façon de revoir le rôle de l'artiste, ou statut plutôt, de l'artiste, vous auriez un mot à rajouter, Maria Talia ou Olivier? Olivier s'est jamais senti un artiste, mais plutôt un apiculteur. Tu te revendiques apiculteur. Ah oui, oui, je l'assume tellement parce que c'est, ça a été vraiment en fait quelque chose qui ouvre sur des mondes. Mais moi, je reconnais dans la notion de culture et de cultivateur, quoi, en fait, tout simplement. C'est vrai que je trouve ça très intéressant, en fait, cette idée de cultiver, tout simplement. Et personne n'a demandé aux artistes de se mettre sur un piédestal, hein, à moins qu'ils se mettent eux-mêmes sur un piédestal et que ça les arrange. Mais je pense que c'est très intéressant de rester à une condition d'artisan de la pensée parmi d'autres, quoi. Voilà. Et que l'artiste soit un artisan de la pensée parmi d'autres, c'est une logique. Voilà. Je ne vois pas pourquoi il se mettrait au-dessus, à côté ou en dessous. Euh, et donc, il y a une humilité qui est magnifique quand on travaille avec les abeilles, certainement la même quand on est dans des pratiques agricoles ou qu'on développe un projet artistique entouré de moutons. Et c'est redécouvrir la patience des saisons, se resynchroniser avec les éléments, etc. Et imaginer que cet art-là puisse se faire autant dans la ville qu'en milieu rural. Après, il faut simplement qu'il y ait une chambre d'écoute et une conjonction de personnes pour que ça puisse se réaliser. Ce qui est plus difficile peut-être, parce que ce n'est pas les mêmes chambres d'écoute et d'écho que l'on trouve dans le milieu rural, à développer des projets artistiques. Mais aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Voilà. Maria Talia, tu veux ajouter un mot pour la fin? Oui, je peux ajouter que, comme Olivier a dit, le mot culture et cultiver vont ensemble. Et en grec, c'est le différent mot, c'est technique, qui devient le mot qui est lié avec le mot technologie. Alors, j'imagine que tout ce qu'on parle ici, c'est quelque part entre la culture et technique, la technologie et la cultiver, entre les deux. Un espace liminal, je peux dire, entre les deux. Entre les deux. Écoutez, il y avait une dernière question, mais qui nous entraînerait bien loin, mais je vais quand même la restituer. C'est comment vous en êtes à arriver à rapprocher l'art, l'agriculture et la nourriture? Comment, dans votre trajectoire personnelle, vous en êtes arrivé à rapprocher ces choses qui paraissaient peut-être lointaines? Alors, Olivier est revenu là-dessus un petit peu en parlant du départ, de son émerveillement pour les abeilles. C'est vrai que voilà, c'est une question, peut-être un mot sur ça pour finir très rapidement. L'un d'entre vous? Fernando, qu'est-ce qui t'a poussé vers le fromage? C'est une question quand même grande, générale. C'est une question immense. Oui,
Donc, à niveau biographique, personnel, pour moi, est lié à le fait d'agrandir entre la ville et la campagne dans une région que c'est une région liée à la culture de l'élaboration de fromage. En fait, c'est la région avec plus classes de fromage diverses par kilomètre carré d'Europe. Et oui, penser que tout ce processus, il a un peu des éléments que j'aime bien au niveau de comprendre les flux d'un terroir, non? Les conditions de pâturage, les saisons, les micro-environnements. Donc oui, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai continué. Mais j'aime bien aussi l'apiculture. En fait, j'ai parlé avec Olivier. Et dans cette recherche aussi, le jardin, le pain, j'aime bien, seulement que je ne suis pas trop fort. Mais en général, je pense qu'à tous nous, de faire des choses essentielles comme la nourriture à notre main, c'est une espèce de cadeau, non? Que être vivant nous permettre et que nous savons de quelque manière oublier ou perdu et que c'est une chose que, oui, que tu donne des satisfactions que j'aime bien de cultiver. Alors que, ouais. Et ce dernier mot pour Maria Talia, alors qu'est-ce qui t'a plutôt que du pain? Toujours, j'adorais le pain, mais récemment, j'ai appris que le grand-père de ma mère, qui habitait à Istanbul, était un grand boulanger. Alors, c'est probablement dans le sang. Le Dans un pain est dans le temps. sang, oui, c'est ça. Dans le sang, exactement. Eh bien, écoutez, je propose d'arrêter là pour ce soir. Nous avons demain un échange, le dernier de cette série de webinaires, en anglais cette fois-ci, avec Jorge Mena Barreto, qui est un artiste en résidence à Artmill, donc en République tchèque. Georgina Hill, qui est une artiste en résidence à Campo Adentro, près de Madrid. Maria Varela, qui est une artiste en résidence à Tavros, donc à Locus Athènes, avec la curatrice. Et puis Careto Espagna, qui est un duo d'artistes qui est en résidence au PAV, au Parco Arte Vivente, en Italie, à Turin. Donc une table ronde qui va être riche en points de vue variés. Et donc voilà, j'espère vous retrouver tous demain. Et merci pour cette soirée riche d'échanges. Merci. Merci. Et au revoir.